Alors évidemment, c'est accepter une vassalisation, c'est-à-dire qu'en Argentine, quelques semaines après ce financement américain miraculeux qui a sauvé le peso, il y a eu la signature d'un accord commercial totalement déséquilibré entre l'Argentine et les États-Unis. Ça a un prix. Interrogé par Cécile Mérieux, Jean-Louis Martin, un spécialiste de l'Amérique latine de l'IFRI, était ce matin l'invité de Radio Vatican. Les nouvelles internationales de Radio Vatican vous étaient présentées par Aide à l'Église en détresse. Aide à l'Église en détresse est un organisme de charité qui vient en aide aux chrétiens persécutés, menacés ou réfugiés partout dans le monde. Vous êtes à l'antenne de Radio VM. Chaque été, Sœur Angèle ouvre les portes de sa maison pour accueillir le public lors de sa traditionnelle grande vente annuelle. Un rendez-vous attendu par les amateurs de cuisine, les passionnés de belles découvertes et tous ceux qui souhaitent soutenir la mission de la Fondation Sœur Angèle. Pendant que son jardin est en pleine floraison, Sœur Angèle est, comme toujours, bien occupée dans sa cuisine à préparer ses célèbres confitures, marinades, conserves et autres délices maison qui font la réputation de cette vente année après année. Vous pourrez également découvrir de magnifiques créations artisanales, des produits gourmands, des objets uniques, ainsi qu'une foule d'articles offerts généreusement par nos bénévoles et partenaires. C'est un rendez-vous au 649 boulevard Gouin-Est à Montréal, à quelques minutes à pied de la station de métro Henri Bourassa. Entrée gratuite, tous les profits sont remis à la Fondation Sœur Angèle. Arrivez tôt, samedi le 29 août, nous vous attendons en grand nombre. Les Chevaliers de Colomb invitent les hommes et leurs familles à mener une vie fondée sur la foi et le service envers leurs prochains. Depuis nos débuts en 1897, nous, les Chevaliers du Québec, incarnons les principes de charité, d'unité et de fraternité. Guidés par l'amour de Jésus-Christ, notre mission consiste à aider les personnes dans le besoin. Être Chevalier de Colomb donne également accès à des solutions d'assurance et des produits d'épargne retraite pouvant garantir une sécurité financière à votre famille tout en soutenant les œuvres de bienfaisance de l'Ordre. Joignez-vous à nous dès aujourd'hui. Consultez le site chevalierdecolomb.com au pluriel. Radio VM. Question d'actualité avec Philippe Labrec. Bonjour et bienvenue à la question d'actualité. Comme à tous les deux mardis, on discute des sujets révélateurs au sein de l'actualité avec Amanda Faki, fondatrice de Tenet Stratégie, agence spécialisée en affaires publiques, branding et intelligence économique, ainsi que chargée de cours à l'Université du Québec à Montréal en rhétorique, ainsi que David Santarossa, bien sûr, essayiste et enseignant à la TELUQ qui est auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie et co-créateur du balado Magnum Opus. Bonjour et bienvenue à vous deux. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui à l'émission, on va discuter la proposition d'Éric Duhaime de réduire les dépenses de 47 milliards de dollars, le positionnement du Parti libéral du Québec, suivant le congrès jeunesse du parti ainsi que son nouveau slogan, oui. L'idée que le célibat aussi serait en vogue et on parle aussi là, des couples qui ont décidé de vivre séparément. Mais tout d'abord, Paul Saint-Pierre Plamondon, chef du Parti québécois, a déclaré ce matin même que le Parti québécois, justement, promet d'attendre que Donald Trump quitte la Maison-Blanche avant de déclencher un référendum, ce qui veut dire essentiellement 2029, si bien sûr il en venait à constituer le gouvernement lors des élections d'octobre qui viennent au Québec. Amanda Faki, que pensez-vous de cette prise de position, j'allais dire pas très surprenante, on en avait déjà entendu parler, de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon et du Parti québécois en ce qui a trait à la tenue d'un référendum hypothétique en 2029 après Trump? Alors, j'avoue que je craignais qu'il nous fasse une Catherine Fournier de lui-même, hein, qu'il nous annonce qu'il va faire une annonce qu'on savait déjà. Catherine Fournier, on se souvient, oui. On sait qu'elle a envoyé une invitation aux médias pour une conférence de presse, et au final, on apprend qu'elle allait se présenter. Donc, il n'y a pas une grande surprise. Et PSPP, il faut quand même lui reconnaître une grande qualité, c'est la constance. Donc, c'est un petit peu le cône orange de la politique québécoise. Il est constant, on sait où il est, on sait qu'il est là, il ne va pas vraiment bouger mais d'un côté, ça dans peut cette être position. Une qualité, mais le cône orange dans la rue, c'est un défaut.
C'est un défaut, mais on sait qu'il est là. On sait que ce con orange, il revient constamment année après année. Alors le référendum, on le comprend, il n'est pas remis au calendes grec. Il est simplement placé en quarantaine jusqu'au départ de Trump. Donc bof, c'est pas vraiment une non-annonce. Bon, en même temps, on savait qu'il allait tenir son référendum, mais il a quand même fait quelques concessions dans son raisonnement, et c'est ça qui est intéressant. Souvenons-nous, en 2025, fin 2025, il a prévenu ses militants qu'il y aura une campagne de peur, que les adversaires allaient brandir l'épouvantail référendaire. Et puis, il a demandé à ses militants rester disciplinés face à ceux qui vont utiliser l'instabilité économique au sud de la frontière, qui vont ressortir le méchant bonhomme orange, le méchant bonhomme 7 heures pour attaquer le projet souverainiste. Mais j'ai envie de dire que PSPP, il utilise un petit peu la même stratégie. Il utilise lui-même Trump pour justifier le report du référendum. Et ça ressemble étrangement, bon là vous allez me dire, Amanda, tu pousses le bouchon un peu trop loin, ça ressemble étrangement à la recette Mark Carney, mais avec une fleur de lys sur l'emballage. Parce que Carney, on s'en souvient, il a utilisé la menace Trump pour convaincre les Canadiens de pas prendre le risque de voter pour un autre parti. Et PSPP, il utilise la même menace Trump pour convaincre les Québécois qu'ils peuvent prendre le risque d'élire un parti québécois, le Parti québécois, parce qu'il promet de reporter le risque référendaire. Donc je pense que c'est une posture qui donne quelques munitions à ses adversaires. Deuxième élément, le Trumpisme peut survivre à Trump. Trump perd des plumes, mais le MAGA va pas disparaître du jour au lendemain, le protectionnisme non plus, et on le sait traditionnellement, c'est pas le parti républicain qui est le plus protectionniste, c'est le parti démocrate. Le America First va toujours demeurer. Donc moi je me pose les questions, les conditions gagnantes, c'est pour quand? Et troisième élément, là où on voit un calcul électoral, je pense que l'idée, c'est surtout de s'assurer d'élargir sa coalition électorale pour chercher une majorité en vue du prochain scrutin et de démontrer lors d'un gouvernement péquiste que nous, on est capable de gérer les priorités des Québécoises et des Québécois, à savoir, on peut s'attaquer aux 3 grandes priorités, coût de la vie, logement, santé. Boum, on réussit à asseoir notre crédibilité, notre autorité, et là, vous pouvez nous faire confiance. Mais il n'y a pas un risque énorme. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en général, un parti en début de mandat est très populaire et en général, encore une fois, là, je généralise, en fin de mandat, lui, il est très peu populaire. C'est très difficile de gagner quelque chose ou de mettre de quoi de l'avant en fin de mandat et de susciter, j'allais dire, un foisonnement dans l'électorat. Et donc, le Parti québécois est admettons que ça fait élire en 2026, en octobre. 2029-2030 serait à peu près la fin de ce mandat et il risque d'y avoir un épuisement. Là, je théorise ici, mais il y a un risque électoral, peut-être pas électoral pour ces élections, mais de tenir un référendum en fin de mandat alors que le Parti québécois pourrait être moins populaire. Là, encore une fois, c'est hypothétique ici, il y a un certain risque, là, non? Oui, le risque, s'il ne livre pas la marchandise, bien entendu, il y a ce risque que le projet référendaire s'estompe. Et deuxième élément, c'est bien entendu, il y aura un bilan qui sera attaqué, c'est-à-dire si tu attends de lancer un référendum vers la fin, il y a un bilan qui sera attaqué par l'opposition. La campagne se fera sur le bilan et non sur le référendum ou l'indépendance, disons. Ouais. Voilà. David Santosa, quelle est votre analyse? Est-ce que c'est la bonne stratégie pour le Parti québécois électoralement en vue des prochaines élections de retarder le référendum à l'ère post-Trump ou est-ce que c'est carrément, une grande stratégie dans le sens où on ne pense pas pouvoir gagner un référendum avant que Trump quitte la Maison-Blanche et donc on se positionne déjà en vue de... Ce qui est compliqué en politique, c'est qu'évidemment, on veut imposer nos idées, mais en même temps, on doit respecter le rythme de la population. Et j'ai comme l'impression que dans ce cas-ci, PSPP a observé la population québécoise et force est de constater que c'est une des populations les plus obsédées par Trump, je pense, dans le monde entier. Sérieusement. Maladivement? Maladivement. Je pense, j'ai entendu d'autres personnalités publiques en parler, mais je parle pour mes parents, d'autres personnes dans autour de 60 ans et plus. Et il y a véritablement une obsession Donald Trump.
Pour beaucoup, durant, on se rappellera, il y a quoi, un mois ou deux, on était en plein mondial. Eh bien, ils étaient nombreux, les Québécois, à encourager la Belgique pour qu'ils battent les Américains, pour faire suer Trump, pour le dire poliment. Donc, ça démontre, je pense, vraiment un état d'esprit que les Québécois sont à leur Trump. Ils ne pensent qu'à ça, une partie importante du moins de la population. Et cette partie-là vote, soit dit en passant, beaucoup plus que les jeunes. Donc, je pense que PSPP observe cette réalité-là et se dit, ben, il faut respecter aussi le rythme des Québécois. Donc, c'est la Euh, bonne stratégie. En ce qui a trait, du moins, aux élections d'octobre. oui, je suis d'accord avec ça. Je pense que c'est la bonne stratégie. Mais comme vous le dites, ce qui arrive, c'est qu'il y a un référendum dans la deuxième moitié du mandat. Et il faut se rappeler d'ailleurs, hein, les élections américaines sont fin 2028 et la nouvelle prise de pouvoir, c'est début 2029. Donc, c'est vraiment, c'est très long, là. Ça, donc oui, et là, le PQ risque d'être pris dans les négociations syndicales. Les enseignants risquent de pas être contents de leurs conditions de travail. On sait, là, je veux dire, Ouais. pas si vieux que ça, j'ai 33 ans, mais ça fait 33 ans que j'entends la même cassette à chaque année, là, ou à chaque mandat. Donc, on le sait un peu où est-ce que ça va aller dans 2 ans. Ça serait triste qu'un débat sur la souveraineté porte un débat sur le bilan péquiste plutôt qu'un réel débat sur la souveraineté. Ben, je soumettrai l'hypothèse suivante et je vous ferai réagir par la suite. J'en parlais justement avec des amis. Je suis tout à fait d'accord. Les Québécois ont, je veux dire, une crainte ou une réaction averse maladive à Trump, à mon avis complètement irrationnelle, mais c'est pas, là n'est pas la question. Cependant, on sait qu'en 1995, Clinton n'avait pas l'intention de reconnaître une victoire potentielle du oui, tant aussi longtemps qu'Ottawa ne l'aurait pas reconnu. Et on sait maintenant depuis que Jean Chrétien, du moins personnellement, n'avait jamais eu l'intention de reconnaître une victoire potentielle du oui. Ce qui veut dire qu'en théorie, peut-être que Washington n'aurait jamais reconnu la victoire du oui tant aussi longtemps que parce que Ottawa ne l'aurait aussi jamais reconnu. Et là, on se serait retrouvé dans une situation, dans une impasse totale. Cependant, on sait que Donald Trump, en ce moment, ou du moins son entourage, j'allais dire, finance apparemment, littéralement, et appuie certains indépendantistes albertains. Et donc, on pourrait penser qu'une victoire du oui, encore une fois hypothétique, sous Trump serait reconnue presque immédiatement, j'allais dire pour faire mal à Ottawa, parce que Trump, clairement, n'a pas nécessairement un amour particulier pour le Canada en ce moment, ou pour Mark Carney en particulier. Et donc, on pourrait croire que, j'allais dire, au point de vue des relations internationales et diplomatiquement parlant, le Québec aurait tout à gagner à non seulement lancer un référendum sous Trump, et surtout le gagner, je dirais, pour ensuite obtenir une reconnaissance américaine qu'Ottawa ne pourrait jamais, j'allais dire, contredire. Une fois que Washington dit oui, le Québec est indépendant, il n'y a aucune chance qu'Ottawa le refuse. Et donc, j'allais dire, d'un point de vue purement stratégique et diplomatique, ça ne serait pas impossible de croire qu'on est dans une meilleure situation de ce point de vue-là, mais les Québécois, encore une fois, risquent de voter non. Rapidement, Mona Faki, rapidement, je me pose la question. On sait que PSPP a mené une tournée en France. Pourquoi est-ce qu'il ne mènerait pas une tournée aux États-Unis ? Pourquoi est-ce qu'il ne prépare pas le terrain ? Parce que justement, si ça s'en vient, je pense justement que l'idée, c'est de s'acheter du temps pour créer ces conditions favorables pour une reconnaissance internationale. Et comme tu l'as bien expliqué, avant d'obtenir en fait l'aval des États-Unis, il faut aussi obtenir l'aval du gouvernement fédéral. Mais non, moi je dis l'inverse. Une fois que Washington reconnaît une victoire référendaire, admettons, le fédéral Ottawa ne peut plus dire non, c'est fini. Suivrait. Mais oui. Voilà, c'est ça. Donc je pense qu'il essaie de s'acheter du temps. On va voir, est-ce qu'il aura déjà des tours du 5 octobre, mais je pense que électoralement, voilà, comme on l'a bien expliqué, on suit un petit peu le rythme de la population. Je pense qu'on a le fameux Trump Syndrome Derangement, c'est le TST. Donc voilà, je pense que électoralement parlant, il essaie de retirer aussi quelques munitions des adversaires pour pas que la campagne électorale tourne autour du référendum, mais il s'est quand même protégé en disant non. Repousser la date et elle va être conditionnelle en fait du locataire des... David Santorosa, est-ce que PSPP d'une certaine façon ici c'est plutôt, comment dire, rétracté dans le sens où
il aurait absorbé ou intériorisé les critiques qui disent « ne parlez pas de référendum pour gagner une élection ». Et à mon avis, en reniant d'une certaine façon Il l'a du moins repoussé, ça c'est certain. Je pense pas. PSPP, on peut difficilement l'accuser de pas parler de souveraineté. Je pense que depuis qu'il est élu comme chef du Parti québécois, il en parle abondamment. Si on compare justement à Mme Marois là, en 2012, là, alors qui que là, on n'en tergiversait, parle ouais. absolument pas. Donc non, je penserais pas. J'ai pas l'impression que ça lui fait plaisir de faire ce choix-là parce que il, il le sait, c'est un fin stratège. Il le sait que le faire dans un référendum, dans un deuxième mandat, c'est beaucoup plus embêtant, mais en même temps, ça a l'avantage de couper l'herbe sous le pied. Puis tantôt, vous évoquiez le Trumpisme pourrait rester. Oui, mais la figure Trump ne restera pas. Puis je pense vraiment que c'est ce qui importe le plus. J'ai pas l'impression que les gens sont tant que ça inquiets des frais de douane, mais davantage de la figure Trump et de ses frasques jour après jour. Je pense pas que les Québécois, c'est un peuple qui est si politisé que ça et qui suit au jour le jour la politique. Il la suit davantage comme on suit Occupation Double ou Big Brother, là. C'est-à-dire que c'est le dernier potin, là, c'est ça que Trump nous donne, là. Tout à fait. Prochain sujet, Éric Duhaime promet un grand ménage des finances publiques québécoises, des réductions de 47 milliards de dollars, donc des économies d'après le PCQ. Sur 5 ans, on parle de 20 000 fonctionnaires en moins, notamment. David Santaossa, le PCQ est-il la CAQ que plusieurs avaient espéré en 2018, finalement? Manifestement, oui. Et Éric Duhaime a la qualité, je pense, de venir un peu brasser pour vrai l'échiquier politique, là. C'est-à-dire que au Québec, la règle de base, c'est que les budgets augmentent. C'est ça la règle de base. On nous crie sur tous les toits qu'il y a eu des coupures, là, mais les budgets augmentent généralement partout, là, surtout si on regarde sur plus qu'une ou 2 ans, là, c'est-à-dire sur la tendance longue est toujours à la hausse, euh, même en prenant en Est-ce considération qu'il est crédible? l'inflation. Est-ce qu'il est Est-ce crédible qu'il est quand il dit ça? crédible? Ben oui et non, c'est-à-dire qu'on se doute bien qu'Éric Duhaime ne sera pas le prochain premier ministre du Québec, mais au moins, je pense qu'il va forcer justement toutes les forces progressistes, puis j'inclus la CAQ en ce sens même, et le PQ de dire, mais pourquoi on paye des impôts au Québec? Pourquoi on en paye autant? Est-ce que le modèle fonctionne? Moi, j'ai un certain préjugé social-démocrate sans non plus tomber dans quelque chose d'extrémiste, mais quand même, ça nous force à dire, c'est vrai, pourquoi on a fait ces choix-là? Et ça, je pense que c'est important parce qu'on s'est peut-être un peu trop habitué à l'idée que c'est normal que la taille de l'État augmente continuellement. Eh bien, on va peut-être remettre tout ça un peu en considération, puis ça va forcer le système à se défendre et à se justifier. Et ça, en soi, sur le plan démocratique, je pense que c'est une excellente chose. Amanda Faki, électoralement parlant, est-ce que c'est la bonne approche pour le Parti conservateur du Québec et Éric Duhaime de promettre ce qui semble être des économies énormes, mais certains économistes ont dit qu'essentiellement, là, ça représenterait quoi, une baisse de 4 à 5 % du budget, ce qui n'est pas drastique, mais quand même, là, 20 000 fonctionnaires en moins. Est-ce que c'est des promesses qui portent, si je peux dire, au sein de l'électorat qui pourraient permettre au PCQ non seulement de percer, mais peut-être même d'arriver avec une douzaine, admettons, là, de députés à l'Assemblée nationale? Déjà, il faut comprendre quel est l'objectif d'Éric Duhaime. Son objectif, ce n'est pas de conquérir le Québec, mais c'est de rafler Chaudière-Appalaches. Déjà de 1. De 2, 47 milliards, mon Dieu, ça frappe l'imaginaire, c'est énorme, parce qu'il aurait pu annoncer des petites mesures. Je vais couper 600 millions ici, je vais couper 500 millions ici, je vais abolir telle structure, mais 47 milliards sur 5 ans, c'est quoi la stratégie rhétorique derrière ça? Tu vas obliger les autres partis à réagir. Ouais. Donc on a vu Christine Fréchette, elle parle de démantèlement de l'État. Le PLQ pense que c'est irréaliste. Je pense que le PQ n'a même pas commenté, si je ne m'abuse, ou bien ils ont commenté très tardivement. Ouais. Alors la question, ce n'est même pas seulement est-ce qu'il faut réduire certaines dépenses, la question qu'il impose, parce qu'il est là, Éric Duhaime, pour élargir la fenêtre d'Overton. Il est là, comme David, tu l'as bien précisé, son objectif c'est de brasser la cage, il veut déranger. Donc la question qu'il veut poser c'est est-ce que l'État québécois, il est devenu trop gros? Il faut qu'on dégraisse. Et souvent, on parle de la lourdeur bureaucratique, on parle de paperasse, on parle d'obstacles administratifs pour nos entrepreneurs. Mais là,
avec son effet de cadrage, avec ce 47 milliards, c'est sûr que ça frappe l'imaginaire. Maintenant, sur la question de la crédibilité, effectivement, 47 milliards, c'est beaucoup. Plusieurs économistes se sont prononcés là-dessus. Et je pense que l'objectif de Éric Duhaime, c'est qu'on parle de lui, qu'il domine les médias et qu'il fasse réagir ses adversaires. Donc encore une fois, il ne faut pas oublier, c'est un langage qui parle à son électorat. Il a un électorat très concentré. Ils s'en moquent éperdument. Mais très concentré. Je nous ramène en 2018, il nous reste à peine 3 minutes, un peu moins en fait. C'est essentiellement ce que la CAQ promettait, là, dans des chiffres différents, mais essentiellement, les Québécois ont élu 2 fois de suite à grande majorité un parti, donc la Coalition Avenir Québec, qui promettait de réduire, drastiquement, du moins significativement, l'État, notamment le nombre de fonctionnaires. C'est exactement l'inverse qu'on a eu. On a eu plus de fonctionnaires et plus d'État. C'est pour ça que je dis que le PCQ ici devient la CAQ de 2018, dans le sens où son potentiel électoral est peut-être beaucoup plus élevé qu'on voudrait le croire. Avec le bémol suivant, peut-être qu'Éric Duhaime n'est pas François Legault dans la popularité, dans la tête des Québécois, un peu l'espèce de Trump québécois, là, pour utiliser les termes de David, là, en ce qui a trait à la peur irrationnelle des Québécois envers Trump. C'est peut-être Éric Duhaime qui a les bonnes idées pour son parti, mais qui aussi représente un plafond électoral. David Santorossa, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je pense que la CAQ avait quand même un discours aussi très fort sur le plan identitaire, ce qui est moins le cas pour le PCQ. Par contre, les Québécois sont toujours très ambigus. C'est-à-dire que si on leur demande est-ce qu'on paye trop d'impôts au Québec, tout le monde ou à peu près va dire oui. Après ça, si on leur demande parfait où est-ce qu'on doit couper, le consensus c'est de dire on doit couper nulle part parce que tout est important. Donc j'ai l'impression que les Québécois ont de la difficulté à se brancher, on va le dire comme ça. D'ailleurs, c'est la même chose sur la question de la souveraineté puis sur les questions identitaires, là. Donc, je pense que ça c'est un des éléments importants. Mais oui, je pense qu'Éric Duhaime est un personnage trop controversé pour aller avoir des gains très importants. Mais par contre, comme Amanda le dit, pour aller chercher Chaudière-Appalaches, ça, il est amplement capable de le faire. Là. Amanda Faki, il nous reste moins d'une minute. Oui, allez-y. En fait, vous allez commenter. Très rapidement, ce qu'il essaie de projeter un petit peu, c'est l'image d'une CAQ sous stéroïdes. Vraiment une version amplifié sur le plan économique, sur le plan identitaire. Effectivement, Éric Duhaime ne va pas vraiment jouer sur ce tableau. Il a publié son livre, que je n'ai pas encore eu l'occasion de lire, mais il veut présenter vraiment un parti autonomiste. Et disons que cette dimension du PCQ, c'est pas ce qui intéresse beaucoup son électorat. Son électorat est profondément anti-syndicaliste et anti-intervention de l'État. Donc c'est sûr qu'il va jouer sur ces deux tableaux. Et n'oublions pas, en 2022, le PCQ a obtenu près de 530 000 votes. Et 530 000 votes, c'est près de 13% du vote québécois. Et qui s'est traduit en combien de députés ? Zéro. Donc il a compris qu'en 2026, on change radicalement notre stratégie, on adopte une stratégie beaucoup plus nichée, beaucoup plus concentrée, et on parle à notre électorat numéro 1. Tout à fait. Après la pause, on discute du nouveau slogan du Parti libéral du Québec ainsi que son congrès jeunesse qui vient de se terminer et la popularité du célibat. Oui, aujourd'hui, restez avec nous. Le Parti libéral sort de son congrès jeunesse avec une série de résolutions 17, si je ne m'abuse, et le parti a récemment adopté son slogan de campagne qui est le suivant: un nationalisme assumé, un fédéralisme de conviction et un régionalisme enraciné dans le réel. Amanda Faki, où se tient le Parti libéral du Québec aujourd'hui, j'allais dire idéologiquement et électoralement parlant? C'est un parti qui se cherche. C'est un parti qui essaie de combiner 3 identités, à savoir profondément fédéraliste, nationaliste, parce qu'ils ont compris qu'ils n'ont pas le choix de se positionner sur des enjeux identitaires. Et le 3e positionnement, et franchement je me gratte la tête, c'est régionaliste. En fait, on a 3 adjectifs qui nous disent ce que le parti essaie d'incarner, mais aucun adjectif qui nous dit clairement ce que le parti veut faire concrètement. Fédéraliste, on le sait. À part fédéraliste, peut-être?
Fédéraliste, ça va de soi. On n'a pas besoin de marteler que le PLQ est fédéraliste. Il n'y a pas plus rouge sur l'échiquier politique que le PLQ. Donc pas besoin de le crier sur tous les toits. Régionaliste maintenant, et c'est là où franchement je me pose des questions. Qu'est-ce que ça bouffe en hiver? Est-ce que ça signifie qu'on veut accorder plus de pouvoir aux municipalités? Non, ça veut dire qu'on va aller chercher le vote francophone à l'extérieur de Montréal, où presque 100% du vote du Parti libéral en ce moment se concentre. Oui, et puis il y a aussi... C'est mon analyse, du moins. Il y a aussi l'immigration régionalisée. Donc on sait qu'ils l'ont proposé à quelques reprises. Oui, c'est un vote libéral. Mais encore. Donc on a 3 adjectifs. Maintenant, sur la vision économique du PLQ, parce que le PLQ se présente toujours comme le parti de l'économie. C'est son ADN. Très bien, mais jusqu'à présent, on a de la difficulté à distinguer la vision économique de la CAQ de celle du PLQ. On va nous dire, la CAQ, c'est le parti qui a flambé les finances publiques, la CAQ, c'est des fiascos cumulés à travers les années, la CAQ, c'est Nordvolt, Lyon Électrique, Taiga Motor, et le PLQ, c'est tout sauf la CAQ sur le plan économique. Mais encore. Donc pour le moment, on a de la difficulté à vraiment comprendre en fait le positionnement du PLQ. On sait que c'est un parti fédéraliste. Maintenant, c'est au PLQ de nous vendre le fédéralisme. En quoi le Québec en ressort gagnant? Est-ce qu'on parle d'un fédéralisme statu quo ou bien d'un fédéralisme qui, cherche à faire plus de gains pour le Québec? Et on l'a vu avec la CAQ, il y a eu quelques échecs à cet effet. Oui, tout à fait. David Santaossa, le Parti libéral du Québec, peut-il être nationaliste et fédéraliste en même temps, tout en étant régionaliste et, comme je l'ai dit tantôt, alors que son électorat, je devrais dire, est massivement situé dans la grande région de Montréal? Est-ce que tout ça est compatible pour le PLQ? Du moins, il a déjà été dans l'esprit des gens. Donc, on pourrait s'imaginer que ça pourrait revenir. Les régions ont déjà voté pour le Parti libéral, que ce soit sous Jean Charest, sous Philippe Couillard, et même on pourrait remonter bien avant ces deux personnalités politiques. Donc oui, je pense que c'est possible. Est-ce que ça se fait à l'heure actuelle? Je pense pas du tout. Je pense que le vote francophone avait un peu remonté, mais là, il est un peu redescendu, je pense, selon le dernier sondage. Je pense que le Parti libéral se présente vraiment comme le parti du statu quo, de la stabilité. Les propositions qu'il fait, ça relève beaucoup de petites politiques qui aident pas sur le plan, c'est pas péjoratif ce que je dis, mais de petites politiques qui servent à aider au quotidien, par exemple, sur les stages pour les jeunes. Mais on ne parle pas ici de grandes réformes, de grands projets, de grands rêves. Là, on n'est pas du tout là-dedans. Donc peut-être que justement, il essaie de se distinguer du Parti québécois qui, lui, se présente un projet, on pourrait dire en partie révolutionnaire, là, du moins de faire un pays. Donc je pense qu'il essaie vraiment de se distinguer comme ça, mais vraiment en région, tu sais, l'offre politique est rendue assez importante, là, je pense. Justement, on parle des régions. Éric Duhaime a quand même certains appuis en région, la CAQ aussi, le PQ aussi. Est-ce que le Parti libéral peut réussir à se faufiler là-dedans? La question est posée, mais ça semble être difficile de le faire pour l'instant. Je pourrais poser la question, David Santaossa. Qu'est-ce que ça veut dire être nationaliste pour le PLQ? C'est une bonne question. Parce que c'est pas être autonomiste ici, là. Donc, le nationalisme de mémoire d'homme a été associé à l'indépendance et au Parti québécois. Ouais. Et donc, quand le PLQ parle de nationalisme, je me demande de quel nationalisme il parle. Et j'avais déjà écrit un texte là-dessus pour dire que tous les partis politiques se réclament du nationalisme aujourd'hui. Même Québec solidaire se dit nationaliste, soit dit en passant. C'est comme un peu en France, tout le monde se dit l'héritier de Charles de Gaulle, alors que c'est pas nécessairement le cas. Donc, à un certain moment, en politique, il y a toujours des mots comme ça où tout le monde se l'approprie. Et c'est vrai que si on tord un peu le sens des mots, tout le monde peut être d'une certaine manière nationaliste. Il y en a qui vont dire, ils sont nationalistes strictement civiques ou nationalisme culturel. Il y en a qui vont dire le nationalisme ethnique existe, mais entre vous et moi, il n'y a aucun parti politique qui représente un nationalisme ethnique au Québec, même s'il est vrai qu'il va exister dans certains groupuscules d'extrême droite, là. Donc oui, je pense que ils vont essayer de se définir comme ça, là, si on tord un peu les mots, là.
Si je peux me permettre, Oui, Philippe, pour répondre à cette question, il y a des mots qui reviennent sans cesse dans les discours de Charles Milliard, mais également dans ses communiqués. Il parle souvent de rassembler. La visée du PLQ, c'est vraiment de se distinguer profondément de la CAQ et du PQ en disant nous, on veut parler à 100% des Québécois. C'est ça la promesse. C'est ce qu'essaie d'incarner Charles Milliard. C'est le chef qui tente de parler à tout le monde, qui tente de ratisser large. Donc il répète sans cesse, on veut rassembler les Québécois. Nous, on ne veut pas diviser. Et concernant les politiques publiques qui nous ont été présentées, David, tu as mentionné les stages rémunérés. Et je précise, le mot, c'était pas rémunéré, c'est instaurer des stages compensés dans le réseau public. Donc, je suis très curieuse à quoi ça va ressembler. On parlait aussi de lancer des états généraux, donc une commission par an 2.0 sur l'éducation. On parlait aussi de favoriser le reprenariat en lançant ce qu'on appelle le régime d'accession à l'entrepreneuriat, donc le RAE, qui ressemble un petit peu à l'acquisition d'une première propriété. Effectivement, il n'y a pas l'équivalent du plan Nord. On n'a pas entendu de grandes mesures, entre guillemets, visionnaires, révolutionnaires chez le PLQ. Je dirais ceci à propos du plan Nord. On sait aujourd'hui que ça avait été lancé en pleine campagne par Jean Charest et que ça n'existait pas, là. C'était simplement un slogan. Il n'y a presque rien qui a suivi. D'ailleurs, quelqu'un capable de nommer une série de projets, de programmes spécifiques en ce qui a trait au plan Nord, même dans les années qui ont suivi, je veux dire, c'est presque une page blanche. Et on sait aujourd'hui que c'était simplement du marketing, mais il n'y avait pas de plan Nord réellement derrière tout ça, là. C'est vrai. Sans doute que c'est aussi dans la stratégie du PLQ et sans doute de pas non plus se lancer dans ces grandes promesses de révolutionnaires, visionnaires comme le plan Nord. Mais une fois dit ça, je pense qu'il y a aussi cette volonté du PLQ d'incarner ce parti qui va réparer les pots cassés. Donc on veut réparer le système éducatif à bout de souffle. On veut réparer le système de santé à bout de souffle. On parle même de santé mentale. On veut mettre sur pied une commission spéciale sur la santé mentale des jeunes. Donc on est plus en mode, on est des médecins, on vient réparer tout ce qui a été brisé par le gouvernement précédent. Alors c'est sûr que ça ne parle pas beaucoup à monsieur et madame tout le monde. On aime bien un projet de société, il n'y a pas de récit. Et c'est ce qui manque au PLQ, il n'y a pas de récit. Donc on se présente à la fois fédéraliste, nationaliste, régionaliste, qu'on essaie de ratisser trop large. Tu divises un petit peu l'attention que tu peux obtenir. Donc c'est ce qui manque au PLQ pour se présenter sous une nouvelle lumière, une lumière un peu plus attrayante, donc vraiment bâtir ce storytelling, ce récit narratif que le PQ a réussi à imposer. Avant qu'on passe au dernier sujet, David Santa Rosa, dans les derniers sondages, je vais de mémoire ici, mais le PLQ obtenait jusqu'à 39 sièges, ça c'était d'après Québec 125, à peine un an ou 2 ou 3, là, corrigez-moi si je me trompe, mais on était à peine à 20 ou 25, qui étaient essentiellement dans l'ouest de Montréal et un peu en banlieue, bien sûr, là. Et maintenant, 39 sièges, on n'est pas si proche de forcer le PQ à constituer un gouvernement minoritaire. Encore une fois, tout ça est hypothétique. Ou même, peut-être, je le dis là, de plus en plus autour de moi, ce ne serait pas impossible que le PLQ, malgré toutes ses faiblesses et ses failles, pourrait peut-être, là, je dis bien, constituer un gouvernement minoritaire. Ça, c'est un cas extrême, mais clairement, le PLQ semble s'en sortir malgré toutes les embûches et tous les débarques qu'on peut dire qu'il a pris. Est-ce que le PLQ peut causer la surprise ou est-ce qu'il y a un plafond là, que le PLQ ne pourra pas dépasser en ce qui a trop prochaines? Écoutez, tout est possible. Je pense vraiment qu'à l'heure actuelle, le vote francophone se partage vraiment avec les trois autres partis, pas du côté nécessairement dépendamment des régions, là, mais pas du côté du Parti libéral. Est-ce que ce sera un parti important? Ça me semble assez évident. Est-ce qu'il va gagner des points par rapport aux dernières élections? Probablement aussi. Euh, mais on ne sent pas un momentum si important du côté du Parti libéral à l'heure actuelle, là. Donc, passons au dernier sujet. Plusieurs articles ces temps-ci font l'éloge du célibat. Ça sera en vogue, supposément. Ça serait devenu tendance. Et on parle même de certains couples qui décident de vivre séparément. Est-ce qu'on parle de forme d'émancipation ou est-ce que tout ça est plutôt un repli sur soi? Amanda Fakih, y a-t-il des limites à la déconstruction des mœurs, des traditions, des institutions comme le couple, la famille,
ou au contraire, est-ce qu'il faut tout accepter, essentiellement toute forme de, comme je dis, couple, famille, institution, mœurs, traditions qu'on régénère ou qu'on invente s'équivalent et sont toutes bonnes? Bon, chacun est libre de vivre comme il l'entend, mais effectivement, on observe un phénomène de plus en plus qui s'amplifie de plus en plus. Donc, on parle du living apart together, donc vivre ensemble, mais effectivement, du Globe and Mail. Ouais. Et ça, il y a une étude qui a été menée par l'Institut Vanier de la famille. On nous dit qu'environ un couple canadien sur 10 vivrait sous une forme ou une autre de living apart together, donc qui vivent, qui sont ensemble mais qui vivent séparément. C'est assez particulier parce que c'est pas quelque chose qui vient de... C'est quelque chose qui est quand même ancré dans la réalité de notre époque. Il y a un éclatement, on assiste à un éclatement de la famille. On est en train de dissocier, c'est fascinant, hein, on est en train de dissocier amour, couple, mariage, cohabitation. C'est assez particulier de voir ce phénomène qui s'amplifie. L'autonomie, en fait, c'est devenu une valeur conjugale. Moi, je dis toujours que, moi, je suis mariée, je dis toujours qu'être en couple, c'est une forme d'accord de libre-échange. Bon, les frontières s'estampent. Oui, bon, chacun a son petit turf, a son petit créneau, mais on collabore, on coopère, et puis on vit ensemble. Il y a aussi les réseaux sociaux. Faut pas non plus écarter l'influence des réseaux sociaux. On a cette impression qu'il y a une méfiance de plus en plus grande à l'endroit des hommes, à l'endroit des femmes, donc dans certaines sphères, donc certaines manosphères. Certains vont dire faites attention aux femmes modernes, elles n'aiment plus les hommes. Et puis dans d'autres sphères, faites attention aux hommes, ils sont tous des pervers, ils sont tous violents, ils sont tous des agresseurs. Donc il y a une méfiance que l'on sent, surtout dans les réseaux sociaux. Et voilà, donc on sent vraiment un éclatement des valeurs traditionnelles. Et ça influence grandement la Gen Z. Hein, c'est cette Gen Z qui... Est-ce que j'adhère à cette philosophie? Non, mais encore une fois, chacun est libre de mener sa vie comme il l'entend. David Santarossa, on parle d'éclatement, de révolution, mais j'ai l'impression que ça fait déjà au moins un demi-siècle, sinon plus, là, que tout ça est en mouvement, dans le sens que ce qu'on pourrait appeler l'éclatement de la famille traditionnelle ou de la société traditionnelle, et certains... Là, est-ce qu'on va en finir, j'allais dire, d'éclater, de toujours remodeler toutes les institutions ou le peu de mœurs et de traditions qui restent? Est-ce que tout ça, vers où tout ça mène, finalement? Je pense on perd de vue certaines choses importantes dans la vie. Et la première, c'est faire des enfants. C'est-à-dire que pour qu'une société se perpétue, il doit y avoir des enfants. C'est probablement, je vais oser dire quelque chose, là, mais c'est la chose la plus importante, là, c'est-à-dire pour se perpétuer dans le temps. Et on le voit, par exemple, je donne un exemple. En ce moment, il y a le dernier Tim Hortons qui a fermé aux îles de la Madeleine, et le maire, ce matin, disait, écoutez, on a un vieillissement de la population très important aux îles de la Madeleine, et là, il y a des choses qui ferment, ça va pas bien. Oui, c'est-à-dire que c'est ça qui arrive là, dans une société vieillissante. On le voit un peu partout en Occident. Donc, c'est bien beau avoir des petits projets bien personnels, de se dire oui, mais moi, vous savez, la vie familiale, cohabiter, tout ça, ça fait écran à mes petits intérêts personnels, justement. Ça a des limites à ça. C'est-à-dire que ça ne peut pas se perpétuer dans le temps. Et ça me semble assez important d'être dit. C'est-à-dire, est-ce qu'on aime assez la vie? Est-ce qu'on aime assez la race humaine pour qu'elle se perpétue? Ou bien on se considère comme justement le bout de l'humanité? Et ça, j'attire votre attention là-dessus. Moi, depuis que je suis jeune, on me dit que ma génération, c'est le futur, hein. Les jeunes, c'est le futur. Ben, les jeunes aussi, c'est le futur passé, je vais le dire comme ça, là. C'est-à-dire, c'est les futurs parents. C'est eux autres qui sont responsables de la société, du monde. Mais ça, on leur a pas souvent dit, voire jamais dit. Et j'aimerais ça que ça soit un discours qu'on entend un peu plus souvent. Amanda Faki, est-ce qu'il nous reste une minute? Je reviens sur ce que vous avez dit. Les hommes se méfient des femmes, les femmes se méfient des hommes. Est-ce qu'on est en plein milieu d'une guerre des sexes, encore une fois, qui ne se termine plus?
Vous savez quoi? Je dirais oui. Il y a une guerre des sexes qui se démocratise, je dirais, aussi avec les réseaux sociaux, qui se visibilise également. Donc, on a des créateurs de contenu qui ont développé un marché qui est axé sur les relations hommes et femmes. D'autres créatrices sur les violences, ça c'est un fait réel et que l'on doit absolument dénoncer, mais les violences conjugales, les violences sexistes, l'harcèlement de rue. Donc bref, effectivement, il y a une méfiance de plus en plus grandissante à travers la société, mais qui est davantage amplifiée par les réseaux sociaux. Et une dernière chose, le phénomène latte, c'est pour les privilégiés, je suis désolée, mais vivre dans 2 logements séparés, ça coûte plus cher qu'un seul. C'est des valeurs bourgeoises. C'est des valeurs bourgeoises, voilà. C'est très communiste. Pas tout le monde qui peut être latte. Amanda Fekki, fondatrice de Tennis Stratégie, agence spécialisée en affaires publiques, branding et intelligence économique et chargée de cours à l'UQAM en rhétorique. Merci. David Santarossa, essayiste et enseignant à la télé, qui est auteur du livre La pensée woke, analyse critique d'une idéologie et co-créateur du balado Magnum Opus. Un grand merci également. Merci. On vous donne rendez-vous demain à la même heure et notez que l'émission est en rediffusion à 18h comme d'habitude. Bonne journée.